Bonjour tout le monde. Je suis contente aujourd'hui de pouvoir vous faire ma petite présentation. Donc, c'est sûr que à la base, c'était supposé être un atelier de main sur le numérique. Donc, normalement, je vous aurais fait vivre l'expérience de l'atelier que je vais vous présenter aujourd'hui. Malheureusement, là, à cause de la pandémie, on ne peut pas le faire en présentiel. Donc, j'ai modifié un petit peu ma présentation pour que ça soit plus comment le faire vous-même, soit à la maison ou dans votre milieu. Là, et donc, voilà. Donc, c'est modifié un petit peu. Donc, je vais vous présenter mon écran. J'ai un petit PowerPoint là, pour appuyer mes propos aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions pendant la présentation. Moi, ça ne me dérange pas là, de prendre des pauses puis de répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter comme activité, c'est un atelier de démontage d'appareils électroniques et de programmation Arduino. Donc, je vais faire un petit plan là, de la présentation juste pour vous donner une idée là, de ce dont je vais parler. Donc, la première chose dont je vais parler, c'est le projet Action. En fait, c'est une formation qui m'a été donnée. Ça a été le point de départ là, de création de cet atelier-là. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, je vais vous présenter la portion activité de démontage. Ensuite, la portion activité de programmation de mon atelier. Et finalement, je vais vous présenter Arduino. Donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas là, ce logiciel-là. Finalement, je vais vous montrer quelques possibilités aussi d'activités dans le milieu scolaire et je vais vous faire une petite démonstration là, de ce qu'on aurait fait normalement en présentiel. Donc, voilà. Donc, je vais commencer avec le projet Action. Donc, le projet Action s'est déroulé pendant l'année scolaire 2019-2020. Donc, c'était une formation en technopédagogie qui avait été proposée à des finissants au BES, donc Bac en enseignement au secondaire. Donc, moi, j'étais finissante cette année-là. Donc, j'ai pu participer à cette formation-là. Ça a été aussi donné à des formateurs de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un projet qui est né de la collaboration entre une entreprise de technopédagogie qui s'appelle Jonction Éducation et le pôle d'innovation technopédagogique de l'Université de Sherbrooke. Donc, ensemble, ils ont créé un programme pour former des futurs enseignants et des formateurs d'université au niveau des technopédagogies. Donc, ils nous montraient plusieurs outils qu'on pouvait utiliser à l'école, des façons d'intégrer l'éthique dans notre enseignement. Donc, voilà. Et à la toute fin de cette formation-là, il fallait créer un atelier ou une SAE, donc une situation d'apprentissage dans laquelle on incluait les technologies. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, bien évidemment, c'est un atelier de démontage d'électronique et de programmation. Donc, moi, mon projet, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un organisme communautaire de Sherbrooke qui s'appelle Famille Espoir. Donc, c'est un organisme qui organise toutes sortes d'activités pour les jeunes d'un milieu défavorisé. Donc, c'est des activités qui sont gratuites. Et mon atelier, je l'ai fait dans le cadre d'une activité qui s'appelle Une place pour moi. Donc, c'est surtout pour les préadolescents, donc les enfants de plus de 9 ans, donc environ 9 à 13 ans. Ils se réunissent le mercredi soir pour faire des activités un peu plus spéciales. Au lieu de juste jouer dehors, mais ils ont des activités un peu plus hors du commun. Puis j'ai décidé d'aller présenter mon atelier à ce moment-là parce que ça faisait plusieurs années que je faisais partie de l'organisme et que je travaillais pour eux. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé que j'allais les visiter avec mon atelier. Puis évidemment, cet atelier-là n'aurait pas pu être possible non plus sans l'aide de Estriaide. Donc, Estriaide, qui est un organisme qui récolte des biens que les gens ne veulent plus, puis qu'après ça, ils vont les redistribuer à des gens défavorisés. Estriaide, dans mon projet, ont été là pour me fournir justement les appareils électroniques à démonter. Donc, malheureusement, Estriaide, oui, ils ramassent beaucoup de biens, mais des fois, ces biens-là sont désuets dans le sens qu'ils sont trop vieux ou des fois, ils ne fonctionnent juste pas. Donc, dans ce temps-là, soit ils vont les jeter, mais là, dans ce cas-ci, moi, j'ai récupéré là, ces appareils-là, puis après, on a pu les démonter avec les jeunes. Donc, voilà. Donc, là, c'est dans un contexte d'un organisme. Donc, c'est une activité qui est un peu plus ludique, un peu moins formelle.
mais je vais vous montrer là, que c'est possible de rendre l'activité vraiment plus formelle dans le milieu scolaire, vraiment l'encadrer là, dans une essai. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, ça va? Pas de questions. Ça a Parfait. l'air d'aller. Super. Donc, je vais y aller avec la partie démontage de mon atelier. Donc, ici, j'ai des photos là, déjà que j'ai prises quand j'ai démonté ce bel appareil-là, qui est un lecteur cassette, pour ceux qui ont connu ça. Donc, voilà. Donc, on démonte des appareils électroniques comme ça qui ne fonctionnent plus ou qui sont trop vieux. À l'intérieur, on est capable d'aller récolter certaines pièces. Donc, ici, on a des ampoules DL, on a des boutons qu'on peut aller récupérer aussi. On a un moteur ici qui servait ici, là, à l'intérieur de la pièce, ici, à rembobiner les cassettes. Donc, vraiment, il y a toutes sortes de petites pièces qu'on peut venir récupérer là, à l'intérieur des appareils électroniques. Donc, pour ce qui est du matériel nécessaire pour cette portion-là de l'activité, c'est sûr que ça prend quand même un petit peu de matériel. C'est possible de soit l'acheter ou de l'emprunter. Donc, c'est sûr que les appareils électroniques défectueux ou trop vieux, on essaie vraiment de les récolter. On ne veut pas acheter là, de nouveaux appareils. Donc, ça peut être dans un organisme justement qui collecte des biens comme moi, là, comme je l'ai fait avec Estriaide. Ça peut être peut-être qu'il y a un écocentre proche de chez vous qui peut vous donner justement ces appareils-là. Donc, c'est facile quand même, je pense, de se procurer ce genre d'appareil électronique-là. Sinon, c'est peut-être de faire un sondage là, avec vos élèves. Est-ce qu'il y en a qui ont des appareils à la maison dont ils ne se servent plus ou qui ne fonctionnent plus? Bien, après ça, on peut l'utiliser pour cette activité-là. Je dirais que la chose qu'il faut vraiment plus peut-être acheter pour cet atelier-là, c'est des ensembles de tournevis. Donc, ça prend différentes formes et différentes grandeurs. Donc, à la base, là, en général, ça va être des tournevis étoiles qui vont devoir être utilisés. La majorité des vis, c'est des vis étoiles, mais ça arrive des fois qu'on a d'autres formes de vis. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir des tournevis pour toutes les sortes de vis. Et finalement, il faut avoir des tournevis de différentes grandeurs, donc longueur, grosseur, parce que des fois, oui, il y a des vis qui sont à la surface de l'appareil, donc c'est facile d'y accéder, mais j'ai déjà eu un appareil qui avait un trou là, très, très profond, puis au fond, il y avait une vis. Donc, il faut aller jusque-là, donc il faut avoir un tournevis qui est assez long pour se rendre. Finalement, pas finalement, mais ça prend aussi des pinces coupe-fil. Donc, simplement parce que parfois, les petites pièces là, comme ceci, donc ça, des fois, c'est attaché les unes avec les autres. Et entre les pièces, il y a des fils. Donc, pour pouvoir les détacher, on peut couper les fils. Puis pour aussi récupérer, là, par exemple, les moteurs, les haut-parleurs qu'on peut trouver à l'intérieur, mais il va falloir aller couper les fils pour le faire. On peut le faire avec des ciseaux. C'est juste que la pince coupe-fil, elle est faite pour ça, donc c'est plus adapté là, selon moi. Ça prend aussi différents contenants pour pouvoir récupérer et trier les pièces. Donc, il y a toutes sortes de petites pièces qui peuvent sortir de votre appareil électronique. Si on a des contenants pour justement les mettre, mais on risque de ne pas perdre des pièces puis devoir faire un grand ménage aussi après l'atelier. Voilà. Et ça sert aussi à trier les différents matériaux. Donc, je vais vous en parler un petit peu là, tout à l'heure, mais un des buts de l'atelier, c'est aussi d'essayer de réduire un peu les déchets. Donc, si on veut essayer de trier les matériaux, par exemple, si on veut mettre un bac avec juste du plastique pour pouvoir récupérer le plastique, eh bien, ça prend des bacs déjà pour ça. Ensuite, des écriteaux ou des feuilles qui vont indiquer les règles de sécurité. Donc, ça va être super important, juste pour que les élèves aient un petit rappel visuel des règles en tout temps pour qu'ils restent avec des comportements qui sont sécuritaires. Parce qu'on fonctionne quand même avec des appareils électroniques qui peuvent avoir des côtés tranchants. Puis on a de l'électricité aussi qui peut de l'électricité résiduelle là, qui peut être encore là. Donc, il faut faire attention à certaines choses. Et finalement, dernière chose, ça, c'est facultatif par contre. C'est une pince à dégainer. Donc, les fils électriques, ils ont une gaine de caoutchouc par-dessus.
Donc, pour pouvoir après ça réutiliser les pièces comme des moteurs ou des haut-parleurs, il va falloir enlever la gaine de caoutchouc pour pouvoir après ça faire nos branchements. Donc, cette pince-là, au lieu d'y aller avec une pince coupe-fil puis faire attention pour ne pas couper à travers le fil en essayant d'enlever juste la petite gaine, une pince à dégainer, ça permet là, vraiment juste d'enlever la gaine puis ça vous fait un petit bout de fil là, déjà nu. Donc, vous êtes capable après ça de faire vos branchements. Mais c'est facultatif, ça se fait d'une autre façon. Là, comme je vous dis, avec la pince coupe-fil, on est capable de s'arranger. C'est juste que c'est vraiment plus simple avec une pince à dégainer. Donc, je vais y aller avec la sécurité parce que c'est vraiment super important dans ce genre d'atelier-là. Ça peut vraiment rapidement tomber au chaos, là, ce genre d'activité-là, parce que justement, on a plein de pièces partout, on a plein d'appareils électroniques. Donc, dépendamment de la grosseur de notre groupe, si on le fait en milieu scolaire, mais ça peut facilement là, virer au désordre. Donc, c'est important d'avoir quand même des règles de sécurité très claires. Donc, la première règle que moi, j'avais dit là, dans mon atelier, c'est d'utiliser les outils selon leur véritable utilité. Donc, ce que ça veut dire, là, j'ai un exemple ici, c'est qu'un tournevis, ça sert à dévisser des vis. Ce n'est pas un pied de biche, on n'essaie pas de s'en servir comme levier pour séparer deux pièces. Vraiment, c'est pour dévisser des vis, on ne s'en sert pas pour autre chose. Bien, ça va éviter des accidents là, et des bris de matériel parce que bon, le tournevis pourrait briser là, si on s'en sert comme levier. Règle numéro 2, on ne tire pas excessivement et on ne frappe pas sur les pièces de l'appareil. Donc, parfois, les jeunes peuvent avoir tendance à vouloir trop forcer, vouloir détruire un peu l'appareil pour l'ouvrir, mais il faut vraiment être délicat. Donc, si on tire excessivement, si on frappe les pièces, on risque de soit briser les pièces ou occasionner des blessures. Donc, moi, ce que je répète vraiment souvent pendant cet atelier-là, quand je le fais, c'est que ce n'est pas un atelier de démolition. Il faut vraiment répéter ça souvent parce que les jeunes sont tellement excités de vouloir voir à l'intérieur que des fois, ils ne veulent pas prendre leur temps d'enlever la dernière vis, ils veulent déjà tirer dessus. Mais ça peut occasionner, là, comme j'ai dit, des blessures ou des bris de matériel. Puis, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut récupérer les pièces. Donc, voilà. Et troisième règle et dernière règle, là, il n'y en a pas beaucoup des règles de sécurité, ce n'est pas très compliqué. Donc, il faut faire attention à ces deux éléments-là. Donc, premièrement, il faut faire attention aux piles, simplement parce que ce genre de piles-là, donc les piles lithium-ion, si elles sont écrasées ou ouvertes, ça peut là, occasionner des accidents. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, vos élèves ou les gens là, qui participent à cet atelier-là, il faut vraiment qu'ils fassent attention à les repérer, ces pièces-là, pour ne pas malencontreusement là, les abîmer. Pour ce qui est des condensateurs, donc les condensateurs, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à emmagasiner l'électricité et à la relâcher au bon moment. Donc, il y a deux petites branches à un condensateur et malheureusement, des fois, quand on démonte un appareil électronique, le condensateur, il est encore chargé. Donc, si on passe notre doigt sur les deux branches comme ça, le courant électrique va passer, on va avoir un choc. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça que je fais le petit attention à ça. Ce n'est pas des chocs qui pourraient être mortels, mais ça peut quand même faire mal. Donc, moi, ce que je conseille de faire quand on vient d'avoir notre petite plaque et qu'on remarque qu'il y a des condensateurs là dessus, c'est de prendre un tournevis avec une poignée en caoutchouc, donc qui est isolant, on ne risque pas d'avoir de choc, et de juste passer le tournevis sur toute la surface de la petite plaque, là, comme ça ici. Donc, en arrière, on passe notre tournevis juste pour qu'au cas où il y ait encore un condensateur de charger, il va se décharger sur le tournevis, puis on ne risque pas après ça d'avoir des petits chocs sur nos mains. Donc, voilà. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous reparler de la récupération et de la séparation des matériaux. Donc, il y a certains matériaux issus des appareils électroniques qui peuvent être recyclés. Donc, j'ai parlé du plastique tout à l'heure, mais ça peut être différents métaux aussi qui peuvent être recyclés. Donc, de faire le tri
dans les pièces des appareils électroniques. Ça peut aider pour ça, tout simplement pour sensibiliser les élèves là, à la surconsommation puis à l'effet là, que ces appareils-là pourraient avoir si on les traitait seulement comme des déchets. Donc, ici, on essaie de récupérer les matériaux pour pouvoir en tirer profit le plus possible. Il y a aussi certains matériaux et pièces qui peuvent être vendus. Donc, ça peut être une façon de financer une prochaine activité, par exemple. Donc, il y a certaines pièces comme des moteurs ou des haut-parleurs qui peuvent être un petit peu plus rares à trouver. C'est facile de retrouver le prix là, que ça vaut sur eBay, par exemple, puis de pouvoir le revendre. Donc, ça se fait. Sinon, au niveau des matériaux, si je pense par exemple au cuivre, donc le cuivre, ça a quand même une certaine valeur. Donc, si on prend le cuivre de tous nos appareils électroniques qu'on a démontés pendant la journée, on peut quand même aller le vendre à une compagnie là, qui rachète le cuivre. Ça peut nous faire un petit financement. C'est sûr que c'est pas, on ne deviendra pas riche avec ça, mais ça peut quand même financer un petit peu certaines choses. Ensuite, tout ce qui est les différences vis et écrous qu'on peut retrouver dans ces appareils électroniques-là, bien encore là, on peut les réutiliser. Donc, si on fait d'autres projets où on a besoin de vis, bien, on peut les prendre à partir de ces appareils électroniques-là. Et puis là, je parle de vis et d'écrous, mais les plaques comme ça, si on a beaucoup d'imagination, on peut même les réutiliser. Et on pourrait faire des projets d'art, par exemple, avec ça. Donc, on pourrait faire vraiment des sculptures à partir de morceaux d'appareils électroniques, tout simplement. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire là, à partir de l'atelier de démontage. Et finalement, bien, ce qui nous intéresse, nous, ici, vraiment un peu plus pour l'atelier de démontage programmation, c'est les moteurs, les haut-parleurs, les ampoules et toutes les autres pièces connexes qui peuvent se retrouver dans les appareils. Donc, on peut les utiliser pour faire de la programmation et de la robotique. Donc, un moteur, on pourrait faire bouger des choses avec ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la partie démontage? Je ne vois pas de questions dans le chat, en tout cas. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non? Parfait. Ah oui. Ah, oui. Allez-y, Madame Annie. Je me demandais, dans la mesure où, est-ce que tous les appareils, vous réglementez le type d'appareil parce que est-ce que ça se peut qu'il y ait des condensateurs qui soient plus grands et qui pourraient être plus dangereux? Vous êtes-vous donné un gabarit d'appareils que vous ne dépassiez pas? Pas nécessairement. C'est sûr que oui, des fois, il peut y avoir des condensateurs qui sont beaucoup plus gros. C'est pour ça qu'on dit aussi aux élèves de porter attention à ce genre de composantes-là, justement pour éviter les blessures. Si on voit qu'il y a un gros condensateur sur une pièce, bien, probablement qu'on va la mettre de côté puis on ne la fera pas manipuler là, par les élèves. Mais je ne me bloque pas nécessairement à certains appareils parce que il y a des choses qui peuvent être intéressantes. C'est sûr que, par exemple, si on voit un condensateur qui est ça de gros, ben oui, effectivement, il faudrait peut-être le mettre de côté, là, cet appareil-là. La deuxième question est... Oui. Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Oui, non, c'est à partir du moment où vous l'avez fait dans le cadre d'un cours de ST, donc dans une école? Ben, en fait, moi, je l'avais fait dans un organisme communautaire. C'est ça que j'avais expliqué au début. Je ne l'ai pas fait en milieu scolaire, mais je sais que c'est faisable. OK. Non, mon questionnement serait venu à est-ce que, parce qu'il y a souvent plein de barrières, d'habitude, je ne laisse pas ça nous arrêter, là, mais est-ce que juridiquement, est-ce que pour des assurances, on pourrait nous dire, mais si vous l'avez fait en communautaire et qu'ils n'ont pas jugé qu'il y avait matière à problème, ça ne devrait pas. Non, mais je pense pas parce qu'on nous permet de faire des projets avec de l'électricité dans les écoles et tout ça. Donc, selon moi, c'est pas. Non, je pensais peut-être toxicité. On ne connaît pas tout ce qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que vous faites porter, est-ce qu'il doit porter des gants? Peu importe, je comprends que vous l'avez vécu en milieu communautaire. Je me disais, est-ce qu'il y avait aussi été testé en milieu scolaire ou est-ce que vous avez eu des barrières de dire oui, mais attention, voici telle balise qu'on n'acceptera pas ou on mettra de côté, je ne sais pas.
Moi, personnellement, je n'ai pas eu de barrière comme ça, mais c'est sûr que je vous encourage à peut-être consulter là, la direction de votre école ou quelque chose comme ça pour être sûr que ça rentre dans le cadre là, de ce qui est accepté là, au niveau de la sécurité. Dépendamment des écoles aussi, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont comme, comme assurance et tout ça. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a de vérifier là, auprès de l'école en question. Là, ça peut être une bonne idée. Merci. De rien. Donc, je vais y aller maintenant avec la portion programmation de mon atelier. Donc, j'ai décidé de le faire avec le logiciel Arduino, simplement parce qu'il est facile d'accès. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit. Puis, il y a toutes sortes de plateformes qui existent déjà où les gens partagent leurs projets. Donc, c'est vraiment facile de faire toutes sortes de projets à partir des pièces qu'on a trouvées là, à l'intérieur de nos appareils. Et aussi, la petite plaquette que vous voyez à l'écran en ce moment, donc le Arduino Uno, c'est pas très dispendieux non plus comme appareil, donc c'est quand même faisable d'en avoir quelques-unes dans une école sans qu'on ait besoin d'avoir un trop gros budget. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet appareil. Donc, le matériel nécessaire pour la partie programmation, on veut avoir plusieurs ordinateurs portables. Moi, je suggère un par équipe de 2, tout simplement parce que, bon, en équipe de 2, c'est sûr qu'ils vont plus apprendre qu'en équipe de 4 ou 5, mais c'est possible là, de le faire avec des équipes plus grandes. C'est juste que si on veut vraiment maximiser les apprentissages, je trouve que pour la programmation, une équipe de 2, c'est comme le chiffre parfait. Donc, il faudrait avoir des ordinateurs. Là, je dis ordinateur portable, mais ça pourrait être des tours aussi si vous avez des locaux informatiques. Ça peut être ça. Dans le fond, tout ce que ça prend, un Arduino, c'est un port USB. Donc, je sais, par exemple, qu'il y a certains Chromebooks qui n'ont pas cette prise-là USB. Donc, ça ne fonctionnerait pas avec ces Chromebooks-là ou toutes sortes d'autres ordinateurs là, qui n'ont pas de prise USB. Donc, c'est vraiment la seule chose que ça prend absolument. Une prise USB, mais après ça, ça va, on est capable d'utiliser n'importe quel autre ordinateur. Donc, ça prend aussi plusieurs fils électriques donc pour pouvoir faire le circuit nécessaire pour les défis. Donc, vous allez voir, je vais présenter 3 défis différents. Donc, je vous l'ai pas dit tout de suite, là, mais tout à l'heure, je vais vous mettre dans le chat un lien pour aller télécharger là, un guide que j'ai fait là, pour organiser ce genre d'activité-là. Donc, mes 3 défis sont à l'intérieur de ce guide-là, là, si jamais vous voulez les consulter. Donc, ça prend aussi un appareil Arduino Uno. Je vais vous montrer, ça ressemble à quoi? J'en ai un juste à côté de moi ici. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est une petite plaquette comme ça. Moi, c'est un Arduino Uno, mais ça pourrait être d'autres plaquettes Arduino aussi qui existent. Là. Il n'y a pas juste Uno, il y a toutes sortes de gammes différentes, mais ça fonctionne tout à peu près de la même façon. Donc, ça prend aussi différentes pièces électroniques qu'on a récoltées lors de la première section de l'activité. Donc, on a fait le démontage, on a pris des moteurs, des ampoules, des haut-parleurs, puis d'autres pièces aussi qu'on a pu trouver, donc des boutons, par exemple. Mais ça nous prend ça. Et finalement, facultatif encore là, un fer à souder et de l'étain. Donc, oui, on peut faire nos soudures là, pour connecter nos fils aux différentes pièces qu'on a trouvées, mais ce n'est pas nécessairement la seule façon qu'on peut connecter les fils. Moi, par exemple, ici, je n'ai pas de fer à souder chez moi, donc je l'ai fait avec du tape électrique tout simplement, puis j'ai été capable là, de connecter mes fils. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis facultatif. C'est sûr qu'un fer à souder, c'est la manière la plus simple de faire, mais c'est sûr aussi que ça dépend. Parce que les fers à souder, je sais que ça a quand même, on me posait une question par rapport à la sécurité tout à l'heure. Je sais que les fers à souder, ça a quand même une réglementation au niveau de la CSST. Donc, des fois, c'est peut-être plus compliqué là, d'utiliser ça. Donc, il y a d'autres moyens là, de pouvoir faire tenir nos fils ensemble. Donc, l'activité que je propose, donc en fait, elle se déroule en 3 défis. Donc, c'est vraiment 3 stations différentes que les élèves peuvent aller faire. Donc, le premier défi, c'est super simple, c'est de faire clignoter une ampoule Dell. Donc, on fait nos petits branchements, on rentre le code ici qui est écrit sur la petite feuille
et on essaie de faire clignoter une ampoule. Puis il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire ensuite par rapport à ça. Donc, moi, le premier défi que je vais faire, c'est tout simplement de l'allumer pendant 1 seconde et de le faire éteindre pendant 1 seconde. Mais on peut s'amuser à réduire le temps de clignotage. Donc, ça va clignoter plus vite, clignoter plus lentement. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Ensuite, deuxième défi, ça va être de faire tourner un moteur. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure si j'ai le temps pour la démonstration. Je pense que oui. Donc, vraiment, c'est encore le même principe. On a une façon, là, on explique comment brancher le moteur dans la petite plaque Arduino. On écrit le code dans le logiciel et on est capable de faire tourner un moteur. Puis bien, ensuite, on serait capable de faire, je ne sais pas, une voiture avec ça en faisant tourner un moteur. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire à partir de ces petits défis-là. Et finalement, troisième défi, c'est de faire fonctionner un haut-parleur. Donc, encore là, on vous explique comment brancher le haut-parleur ici. On vous donne le petit code pour faire fonctionner le haut-parleur et ça fait des sons. On est même capable d'avoir certaines chansons. Il y a toute une communauté Arduino qui mettent disponible leur code qu'ils ont créé pour différentes choses. Puis les haut-parleurs, je sais que c'est quelque chose qui a vraiment en grande quantité. Donc, il y a plusieurs chansons populaires qui ont été déjà codées en Arduino. Donc, les élèves n'ont même pas besoin de vraiment se casser la tête. Ils peuvent juste copier-coller ce code-là. C'est sûr qu'on pourrait aussi faire en sorte que les élèves créent une chanson avec leur haut-parleur, mais c'est possible de juste prendre une chanson qui est déjà existante dans la communauté Arduino puis pouvoir tout de suite l'entendre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les 3 défis que j'ai proposés pendant mon activité. Donc, c'est vraiment des stations comme ça. C'est vraiment les bases de la programmation. Donc, mes petites fiches que j'avais laissées ici aux stations, sur chacune des fonctions que les élèves écrivaient, il y avait une description là, de à quoi ça servait cette fonction-là dans le logiciel, dans la programmation, là, pourquoi on écrivait ça. Donc, voilà. Donc, je suis rendue à vous montrer Arduino. En fait, la petite plaquette, là, c'est quoi tout ça qu'il y a là-dessus? Parce que, bon, ça a l'air compliqué à première vue, mais ce n'est pas tant que ça. Donc, voilà. Donc, les premières choses qu'il y a ici qu'on remarque, c'est les différents ports pour les branchements des composantes de base. Donc là, je dis composantes de base, c'est les composantes qui n'ont pas besoin d'analyse d'informations. Donc, par exemple, les ampoules, les moteurs, les haut-parleurs, et c'est là qu'on va les brancher. Donc, il y a 13 ports, 0, 1, 2, 3, bon, voilà, jusqu'à 13. Et il y a un ground, donc c'est la mise à terre là, de notre appareil. Ensuite, ici, on a un voyant lumineux. Donc, ça nous permet tout simplement de savoir est-ce qu'il y a du courant qui se rend à notre petite plaque Arduino, est-ce qu'elle est prête à fonctionner. Ici, on a les ports de branchement pour les composantes qui font l'analyse de quelque chose dans leur environnement. Donc, par exemple, si on utilise des capteurs de luminosité, bien, on va les brancher ici parce qu'ils analysent, par exemple, la luminosité de la pièce pour, après ça, donner une autre fonction. Donc, ça ne faisait pas partie de mon atelier de base, mais c'est quand même quelque chose qu'on pourrait aller plus loin éventuellement avec nos élèves si on le veut. Ici, on a 2 ports qui sont intéressants. Donc, on a 2 ports, en fait, de mise à terre. Donc, encore là, le ground. Et finalement, on a une prise ici qui est de 5 volts. Donc, ça fournit 5 volts à votre circuit, tout simplement. Ici, c'est un port qui permet la connexion à une pile. Donc, on ne le voit peut-être pas super bien, mais c'est ça ici. Donc, je vais sortir mon fil. Donc, c'est ce genre de fil-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est possible de le brancher directement sur une pile. Et là, on peut le brancher sur notre Arduino. Donc, on est capable de faire fonctionner notre programmation sans avoir besoin d'être branché sur l'ordinateur. Donc, on télécharge notre code sur le Arduino, on le débranche, puis après ça, avec ça, on est capable de faire fonctionner notre Arduino indépendamment, juste en ayant branché une batterie dessus. Donc, ça, c'est quand même cool. Puis, ça fonctionne avec les piles qui vont de 7 à 12 volts. Et finalement, on a notre port
USB. Donc, moi, j'ai déjà mon petit fil USB de connecté à l'intérieur, là. Donc, c'est pour connecter à votre ordinateur pour pouvoir télécharger votre code. Évidemment, on a un petit bouton Reset. Je n'ai pas trouvé c'était quoi le mot français pour Reset, mais c'est s'il y a un problème avec la programmation, si la petite plaquette elle décide de ne pas fonctionner, bien, on peut peser sur ce petit bouton-là, puis ça va remettre à zéro la petite plaquette. OK, voilà. Donc, c'était ça pour la présentation de mon atelier. Donc, je voulais vous montrer encore un petit peu là, certaines choses. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a des questions. Au niveau des Chromebooks, j'avais répondu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il faut vérifier si le Chromebook a une prise USB. S'il n'y a pas de prise USB, malheureusement, ça ne fonctionnera pas parce que le Arduino fonctionne vraiment seulement avec les prises USB. Il faut vraiment le connecter via USB. Donc, oui, c'est possible sur Chromebook à cette condition-là. Voilà. Il y a une extension, effectivement, pour Chrome. Je ne l'ai pas essayé non plus, mais sûrement que ça fonctionne bien. Là. Je sais que Arduino en ligne, ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer le site de Arduino directement. Je vais essayer de partager la bonne chose. Est-ce que vous le voyez comme il faut? Je ne suis pas sûre. Si, on voit bien. OK. Donc, ici, on est sur le site de Arduino. Donc, on peut ici, là, si on va sur Software, bien, on peut télécharger justement le logiciel parce que ça prend un téléchargement. Sinon, il faut le faire sur la version en ligne qui est aussi très, très facile à utiliser, donc Code Online ici. C'est en anglais pour l'instant. Il y a certaines parties du site qui peuvent être en français, mais la majorité là, sont en anglais. Et les fonctions qu'on utilise aussi sur le Arduino sont toutes en anglais. Là, on voit Analog Read et tout ça. Donc, c'est vraiment en anglais. Donc, ça, c'est une espèce de dictionnaire Arduino qui existe. Donc, ici, dans Documentation, référence. Donc, c'est toutes les fonctions possibles qu'on peut utiliser avec notre Arduino. Donc, ça nous dit vraiment, là, si on clique par exemple Digital Read, bien, ça nous dit à quoi ça sert, comment on doit l'écrire dans le logiciel et tout ça. Donc, vraiment, ça peut nous aider. Sinon, on a une autre partie aussi que j'aime beaucoup de ce site-là, c'est la partie Project Hub. Donc, c'est un endroit où on a toutes sortes de projets que d'autres personnes ont fait avec un Arduino. Donc, si on a une idée de projet, on peut tout simplement cliquer ici, chercher un mot. Par exemple, si je veux essayer de faire un piano avec Arduino, bien, j'ai toutes sortes de projets déjà existants qui existent. Donc, ici, on en a un ici avec des boutons. Donc, on est capable de faire un piano avec des haut-parleurs, des boutons comme ça. Puis, souvent, ils nous fournissent déjà le code à inscrire, même la liste de matériel. Donc, c'est super facile à utiliser. C'est vraiment pratique pour ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le site Arduino. Donc, maintenant, je vais vous faire la petite démonstration. Je suis rendue là. Donc, je ne sais pas si vous voulez voir le code. Probablement que oui. Je vais vous montrer les codes, puis après ça, je vais vous faire la démo là, pour chacun. On va y aller avec le code pour faire flasher une petite ampoule d'aile en premier. Donc, ici, on a ma programmation que j'ai déjà là, inscrite dans le logiciel. Donc, c'est tout simplement pour faire allumer et éteindre une ampoule d'aile pendant 1 seconde. Donc, elle allume pendant 1 seconde, elle éteint pendant 1 seconde. Donc, ici, int, c'est pour les variables. C'est juste pour indiquer ici au logiciel qu'est-ce que je branche et où je le branche. Donc là, ici, j'ai décidé d'appeler ma variable lumière. Et je lui dis au logiciel, ça, je l'ai branché dans le port numéro 8. Donc, le port numéro 8 ici sur mon Arduino. Ensuite, Voice Setup, c'est pour dire à Arduino, c'est quoi que tu veux essayer de faire avec cette composante-là qui est branchée au numéro 8. Mais ici, c'est un output, donc ça veut dire que
on veut le faire sortir de l'information. Donc, c'est ça qu'on donne comme information au Arduino pour qu'il puisse savoir quoi faire avec ça. Ensuite, void loop, c'est tout simplement pour faire une boucle. Donc, ça va se répéter, toutes les informations qui sont entre les crochets ici vont se répéter en boucle sans arrêt jusqu'à temps qu'on change quelque chose. Donc, ici, Digital Write, c'est tout simplement pour dire, envoie cette information-là au port 8. Donc, ici, on dit Hi, donc ça veut dire envoie de l'électricité, envoie de l'information à mon ampoule. Et ici, Delay, c'est pour dire pendant combien de temps tu dois envoyer justement cette information-là. C'est en millisecondes. Donc, ici, 1 seconde, c'est 1000 qu'on doit écrire pour avoir 1 seconde. Donc, ça c'est peut-être quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux plus jeunes, là, cette conversion-là, mais ça se fait là, quand même. Et ici, ce qu'on dit après ça, l'eau, c'est tout simplement pour lui dire d'éteindre l'ampoule pendant encore là 1 seconde. Donc, je vais vous faire la petite démonstration de ça. Puis en même temps, ça va me permettre de vous montrer comment on fait là, pour tout simplement le télécharger sur la petite plaquette que je tiens dans mes mains. Donc, la première chose à faire, puis moi, je le fais tout le temps, puis c'est conseillé de le faire avec vos élèves aussi, c'est de peser sur le petit crochet ici vert. Donc, ça vérifie si votre code il est correctement écrit. Donc, ici, ça m'écrit compilation terminée. Donc, ça veut dire que mon code, il n'y a pas de problème à l'intérieur. Si, par exemple, je fais exprès cette fois-ci, puis j'enlève mon point-virgule ici, par exemple, j'ai oublié d'écrire mon point-virgule, je fais vérifier, et il va me le dire. Il me dit expected point-virgule avant ça, puis il me le met même en rouge. Donc, il me dit on veut avoir un point-virgule avant ce crochet-là ici. Donc, je sais où rajouter mon point-virgule. Et voilà, je refais vérifier. Et là, tout est beau. Ça fonctionne. Donc, je suis prête à le télécharger à l'intérieur de ma petite plaquette ici Arduino. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement téléverser ici la petite flèche. Donc, je fais ça. C'est en train de se téléverser. Ça a fonctionné. Ça m'a écrit téléversement terminé. Donc, je sais que ma programmation, elle est dans ma petite plaque. Et là, la prochaine étape, c'est tout simplement de faire les branchements qui sont associés à mes codes. Donc là, j'ai dit que mon ampoule, je la branchais dans le port 8. Bien, c'est important que je le fasse vraiment dans le port 8 ici, sur mon vrai Arduino. Donc, je vais le faire, ça ne sera pas bien long. Puis, vous allez sûrement voir déjà mon fil est débranché. Ça ne sera pas long. OK. Donc, vous allez probablement pouvoir voir l'ampoule dès que je vais le mettre dans le ground qui va déjà commencer à clignoter. Et voilà. Donc, on arrive à faire clignoter une ampoule 1 seconde et on arrête 1 seconde. Et là, si je veux jouer un petit peu avec ça, je veux réduire, par exemple, le délai, mais je peux décider de l'éteindre seulement, par exemple, pendant 500 millisecondes. Là, je refais téléverser et mon ampoule va se mettre à clignoter un petit peu plus rapidement. Ça paraît peut-être pas beaucoup là, que ça clignote plus rapidement. Je vais essayer de le mettre encore plus bas. Là, c'est presque plus perceptible même. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'ampoule. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou par rapport là, justement à la programmation en ce moment. Je ne vois pas de questions dans le chat. OK, parfait. Je peux vous faire l'autre démonstration. Donc, ça, c'était l'ampoule. Donc, je peux vous montrer maintenant le moteur. On va y aller avec celle-là. Voilà, le moteur. Partager l'écran. Super. Donc, le moteur, ça se ressemble un petit peu. Donc, ici, on a encore là, on lui dit « J'ai branché quelque chose dans le port numéro 9 ». Ensuite, ici, on lui dit ce que j'ai branché dans le port numéro 9, c'est un output. Et finalement, on a notre petite boucle encore là. Ça fonctionne vraiment, c'est très, très semblable là, à l'ampoule. Donc, on lui dit
envoie de l'information pendant 1 seconde et envoie pas d'information pendant 1 seconde. Donc, je vais faire téléverser pour que ça se verse dans mon Arduino. Ça a fonctionné. Donc, je vais aller brancher. Je vois une mon petit question. moteur. Oui. Lorsque tu as plusieurs appareils lumière et que tu n'as qu'un seul ground, comment fait-on? Ben, en fait, c'est possible d'avoir ce genre de plaquette-là. Je vais vous montrer, ça ne sera pas bien long. Ça ici. Donc, ça s'achète, là, c'est vraiment facile à acheter. C'est une petite plaquette qui fait justement une espèce d'extension là, pour des circuits électriques. Donc, on est capable, par exemple, là, tout ce qui est dans la même lignée, ben, ça va tout aller au même endroit. C'est comme un circuit. C'est comme si on faisait des trucs en parallèle. Puis à la fin, on l'envoie tout dans le ground en même temps. Donc, on peut faire ça avec ce genre de petites plaquettes-là. Les grounds, il y en a quand même 3 sur le Arduino. Là. Il y en a 3 différents. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une plaquette comme ça si on a seulement besoin de 3 grounds. Mais c'est ça. Ça peut être quand même utile. Puis, c'est pas très, très cher à acheter. Moi, c'est sûr que je l'ai eu parce que je me suis acheté un petit kit comme ça. C'est un gros kit Arduino, donc avec toutes sortes de pièces à l'intérieur. Mais oui, c'est comme ça qu'on arrive à faire le ground avec plusieurs composantes, si on en a plus que 3. OK, voilà. Donc, mon petit moteur, j'étais rendue à le brancher. Je vais le brancher puis je vais vous montrer ça après. Alors, bon, je vais monter tout ça. Donc, ici, c'est une petite fan que j'ai retrouvée à l'intérieur d'un ordinateur. Donc là, 1 seconde de délai, on ne le voit pas très, très bien parce que la petite fan a continué à tourner un petit peu après qu'on ait mis la puissance dedans. Donc, je vais juste augmenter un petit peu le délai d'arrêt pour que vous puissiez vraiment voir la différence. On va essayer à 3 secondes. On le voit un petit peu plus. Oui, on le voit un peu plus. Donc, il fonctionne, il arrête, il fonctionne, il arrête. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est un moteur, hein, donc ça sert à tourner. On peut faire des robots avec ça. On peut faire vraiment toutes sortes de projets. Les élèves, ils ne manquent pas d'idées là, pour des idées de choses à faire avec les moteurs. Donc, c'est vraiment super cool. Donc, mon petit défi, c'est vraiment juste de faire fonctionner comme ça le moteur, d'essayer peut-être de jouer avec les délais, là. Mais c'est vraiment tout simple, celui-là, comme défi. Donc, ça, c'était le moteur. J'en ai un dernier à vous montrer. C'est le haut-parleur. Donc, c'est le 3e défi. Haut-parleur. Voilà. Donc, celui-là, il est un petit peu plus simple. On n'a pas besoin de dire si c'est un input ou un output. Donc, ici, j'ai encore dit à mon logiciel que j'ai branché quelque chose. Là, ici, c'est dans le port 10. Et j'ai encore ma petite boucle ici pour qu'il refasse en continu la même chose. Donc, ici, pour un haut-parleur, la fonction à utiliser, c'est tone. Et ce qu'on doit écrire dans la petite parenthèse, c'est notre variable, donc ce qui représente le port 10. Et finalement, la fréquence. Donc, la fréquence qui est en Hertz. Ici, j'ai choisi 490 Hertz, mais ça aurait pu être d'autres choses aussi, dépendamment du son qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un son plus aigu ou plus grave? Donc, ici, delay, c'est pareil comme pour le moteur et la lumière. C'est juste le nombre de secondes qu'on veut avoir un son. Et finalement, ici, la fonction no tone, ben, c'est tout simplement pour pas qu'il fasse de son à ce moment-là. Puis encore là, on a un délai de 1 seconde. Donc, ça, c'est ma petite programmation pour le haut-parleur. Je vais aller brancher ça. Là, je suis désolée, ça se peut que ce soit désagréable. Je ne sais pas si vous l'entendez, sûrement. OK, j'ai mon petit haut-parleur ici.
C'est un petit son. On entend, mais c'est pas désagréable. OK. C'est pas trop fort. OK. Là, si je change, par exemple, ma fréquence, je la mets à 700, par exemple. Là, je le renvoie, ça va arrêter et ça va repartir. On voit que le son est plus aigu. Je ne sais pas si vous entendez bien la différence, vous, de votre côté. Mais moi, de mon côté, c'est plus aigu. Donc, voilà, on peut jouer comme ça avec les fréquences. Je vais l'arrêter juste parce que... Voilà. Donc, on peut jouer avec ça. Puis, je peux même vous montrer là, une chanson que j'avais déjà téléchargée. Ça ne sera pas bien long. Je vais aller chercher ça. Donc, je l'avais fait, là, mon activité que j'avais fait à Famille Espoir, l'organisme communautaire, je l'avais fait dans le temps de Noël. Donc, j'avais la chanson Jingle Bells que j'avais fait là, à ce moment-là avec Arduino pour les haut-parleurs. Donc, je vais aller faire ça. Je peux vous le partager, mais est un petit peu plus compliqué, là, cette programmation-là. Donc, vous voyez que c'est très, très long. Donc, ici, la personne là, qui a écrit le code, vraiment, elle a pris le temps d'associer là, une fréquence pour chacune des notes qui existent dans la chanson. Puis après ça, bon, on a fait une petite loupe pour vraiment que ça chante la bonne chose. Là, je veux juste vérifier dans quel port il a branché. Dans le 3. Donc, ici, 3. On va essayer de voir si ça va fonctionner. Ça devrait. Voilà. Donc, c'est tout simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, il y a toutes sortes de chansons, comme je vous dis, sur le web. Il y a toutes sortes de personnes qui partagent là, leur expérience, là, leur programmation qu'ils ont fait. Donc, il y a vraiment toutes sortes de chansons populaires là, qui peuvent être refaites sur le Arduino. Donc, je vous avais dit que j'allais vous partager le document que j'avais fait. Je vais le faire tout de suite dans le chat. Voilà, c'est un lien WeTransfer. Donc, c'est ça que j'ai trouvé le plus simple pour pouvoir vous le transférer. Donc, vous pouvez utiliser ce document-là si jamais vous voulez le refaire, cette activité-là, à l'école, dans votre milieu. J'ai aussi inclus une liste de choses une liste d'apprentissages qu'on pourrait faire à l'aide de mon atelier. Donc, en fait, je suis allée chercher dans la progression des apprentissages, tous les apprentissages qui pourraient être reliés là, à ce genre d'atelier-là. Donc, tout ce qui est relié à l'électricité, les circuits, ça peut être relié à ça. On peut vraiment faire une grosse situation d'apprentissage autour de l'électricité, des circuits, puis en même temps, ajouter un petit peu de programmation là, dans tout ça.